toutes les questions sur ces individus de la jeune garde. Même vous pouvez nous appeler d'ailleurs si vous souhaitez nous interroger au 01 80 20 39 21. On peut peut-être écouter Claude Malhuret, sénateur du groupe Les Indépendants. Et s'il existait un prix du mensonge en politique, il serait remporté haut la main par Mélenchon pour cette phrase prononcée le lendemain du lynchage de Quentin Derenque. J'ai déjà dit des dizaines de fois que les insoumis étaient hostiles et opposés à la violence. LFI est né dans la violence, avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. LFI soutient la violence sans jamais se tromper, en baisant la main de Poutine, de Castro, de Maduro et Khamenei, enjambant les flaques partout où le sang coule à flot. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés, fichés S, dealers, condamnés pour violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, et jamais exclus ni du groupe parlementaire, ni du parti. J'entends évidemment, Sabrina Medjaber, ce que dit Monsieur Malhuret, mais il eût fallu le dire, alors il l'a dit d'ailleurs, parfois il a un mot dur sur Jean-Luc Mélenchon, mais l'espace médiatique, ce fameux espace médiatique, l'indulgence dont bénéficie la France Insoumise depuis 2 ans, 3 ans, je disais la jeune garde, il n'y a pas eu un sujet, et là je parle sous le contrôle d'Olivier Vial, est-ce que vous avez vu un sujet, un reportage contre la jeune garde qui explique son fonctionnement avec une caméra embarquée, comme ça peut se faire infiltrer plus exactement. Au contraire, il y a même eu un reportage à sa gloire qui est passé il y a moins d'1 mois sur Arte, puisqu'effectivement on avait tout un truc sur la montée dramatique de l'ultra-droite, et les experts qui étaient invités à témoigner, c'était des membres de la jeune garde. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est un reportage ou c'est une émission dite de plateau? Un documentaire. Bon, je voudrais bien qu'on puisse le retrouver pour ce soir. Je le dis également pour Gauthier, puisque nous faisons des émissions également sur l'antenne de CNews. Ça va être intéressant, à l'aune de voir de ces événements, de voir ce reportage. Sabrina Medjaber. Une question pour Olivier. Les personnes qui ont œuvré dans ce reportage l'ont fait de façon décontractée, décontenancé, sans avoir peur, nous sommes d'accord? Oui, je pense que ça s'est fait, justement, l'idée c'était de montrer la montée de l'extrême droite partout en Europe, avec effectivement un reportage qui est totalement à la gloire de ces mouvements-là. Oui, j'ai vu. Oui. Parce qu'il y a une enquête de Frontières d'une journaliste, Pauline Condomine, qui s'était infiltrée dans les milieux de l'extrême gauche, qui a d'ailleurs apporté énormément d'éléments sur la jeune garde. Et je peux vous dire que Pauline Condomine, elle n'a pas œuvré dans la décontraction lorsqu'elle s'est infiltrée dans les milieux activistes de l'extrême gauche. Moi, j'ai une question aussi pour Olivier. Est-ce qu'on peut s'étonner en fait de la violence aujourd'hui de Mélenchon et de ce qu'il représente? Parce qu'on oublie qu'il vient de l'OIC, d'un parti trotskiste-lambertiste, Pierre Lambert, de son nom, et qu'en 2010, quand il crée le parti de gauche, le slogan que tout le monde a gardé en tête, c'est sa petite phrase: je suis le bruit, la fureur et le fracas. Donc en fait, fureur et fracas, c'est pas de la politique à l'ancienne, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc en fait, il est assez fidèle à ses idées et à ses origines de l'OIC. C'est ça. Et en fait, je pense qu'effectivement, c'est sans doute quelque chose que beaucoup n'ont pas perçu, c'est que quand il crée LFI, il va mettre autour de la table des gens qui n'ont pas de culture politique, hormis une culture activiste. Et donc, c'est vraiment des activistes. Ça explique d'ailleurs la bordélisation, entre guillemets, de l'Assemblée nationale. C'est qu'on a avant tout des gens qui venaient des courants de l'OCI, du POI, des mouvements comme Extinction Rébellion, comme Alternativa, comme Attaque, etc. Donc, il a réuni plus d'1 tiers des gens qui étaient élus la première fois étaient issus de ces mouvements-là. Donc, effectivement, ils ont une culture qui est politique, qui n'est pas une culture du consensus, mais de l'affrontement. Historiquement, on retrouve tous les éléments d'organisation du Parti national socialiste. Il y a effectivement sans doute des différences, mais effectivement on retrouve beaucoup, notamment après dans les mouvements antifa, on retrouve effectivement beaucoup cette violence-là. Effectivement, on a coutume de dire qu'en réalité, ils imitent beaucoup plus le fascisme qu'ils ne le combattent. Bien sûr, évidemment. Olivier Vial est avec nous et je rappelle que Olivier Vial est le directeur du Centre d'études et de recherche universitaire spécialiste des mouvements antifascistes. Le profil de ces jeunes gens, ils sont en garde à vue aujourd'hui. Dans l'échelon de l'extrême gauche, ce sont des gens qui sont perçus comme des cerveaux,
comme des gros bras, comme des activistes. J'imagine qu'il y a une hiérarchie dans toutes ces organisations d'ultra-gauche. Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a l'ultra-gauche en général, et déjà dans le milieu des Antifa, la jeune garde est perçue de façon extrêmement négative. Parce que historiquement, les mouvements Antifa, ce sont des mouvements autonomes, indépendants les uns des autres, et qui sont avec une culture locale très forte. Raphaël Arnaud, quand il crée la jeune garde en 2018, il décide de créer une marque nationale et de faire deux choses, créer un porte-parole à sa gloire et de faire en sorte effectivement d'avoir des camps d'entraînement qui soient nationaux pour justement... Mais qui finance ? C'est financé. Alors, l'ultra-gauche fonctionne avec peu de moyens et ils ont souvent besoin d'assez peu de moyens puisqu'ils vivent beaucoup dans des squats, etc. Donc, et effectivement, les mouvements Antifa étaient très là-dedans. Après, il y a aussi des financements internationaux pour certains mouvements, notamment pour les mouvements d'ultra-gauche terroristes. Mais la Jeune Garde, par exemple, puisque vous connaissez le financement de la Jeune Garde, j'ai vu passer, par exemple, qu'il y avait 700 000 € de subventions. C'était les subventions. Alors, ils ont eu, par moment, je ne sais pas s'ils ont eu des subventions, il y a eu des partenariats faits avec certaines collectivités sur certaines choses. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des financements derrière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont toute une collection de cagnottes. En fait, ils fonctionnent beaucoup avec des cagnottes. À chaque fois qu'il y a des affrontements, ils ont des réseaux où ils ramassent de l'argent. Donc ça, oui, ils arrivent toujours à avoir de l'argent. Combien de personnes, la Jeune Garde ? Aujourd'hui, les services de renseignement disent 100 personnes, la Jeune Garde dit 200 personnes. Donc on est Et c'est uniquement à Lyon ? Non, je pense un mouvement national. Ils sont nés à Lyon et aujourd'hui, c'est Lyon, Strasbourg, Paris, Lille. Mais 200 personnes, c'est même pas un groupuscule. Non, c'est une fraction qui est là pour le coup de poing. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de monde. Ils n'ont pas vocation à faire changer l'état d'esprit des gens. En fait, Marc Breck est l'un des théoriciens de l'antifascisme, qui est d'ailleurs une philosophie qui a repris beaucoup la Jeune Garde, consiste à dire que puisqu'on ne peut pas faire changer d'opinion ses adversaires, on peut rendre l'expression de ces opinions trop coûteuse socialement, économiquement et physiquement. Et c'est ça le rôle de la Jeune Garde, c'est de mettre la pression sur leurs adversaires, où ils sont beaucoup plus violents que ce qui existait il y a une dizaine d'années. C'est qu'on n'est pas dans une violence spontanée où on a des groupes qui s'affrontent parce qu'ils se croisent. Aujourd'hui, la Jeune Garde, ils ont mis en place un système de renseignement, ils fichent leurs adversaires politiques mais aussi journalistes, ils les fichent et ils vont les attaquer dans des endroits où on ne les attend pas pour être toujours en surnombre et être sûr du résultat. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, avec en plus un discours extrêmement violent sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe Telegram où il y a tous les antifas, où par exemple, ce qui est arrivé à Quentin, ils appellent ça une salade de penalty. En fait, de plus en plus, ils mettent des hashtags pour dire il faut taper dans la tête. Ça s'appelle salade de penalty. Et ils ont filmé le lynchage de Quentin. Effrayant. Ils l'ont filmé. Et qu'est-ce qu'ils font ? Si Quentin n'était pas mort, ils l'auraient diffusé. C'est-à-dire que quand vous avez des étudiants de l'Uni de droite qui se font lyncher par la Jeune Garde, comme c'est déjà évidemment arrivé, quand il n'y avait pas de mort, ils diffusaient le lynchage. Là, ils ne l'ont pas diffusé puisque Quentin est mort. Ils font même des best-of. Alors, vous connaissez bien ces mouvements et vous connaissez bien la psychologie de ces hommes-là. Est-ce que ce qui s'est passé là avec Quentin change la donne ? Est-ce que ça va, entre guillemets, les calmer ? Alors, je pense qu'effectivement, ce qui peut les inquiéter, les rendre paranoïaques, oui. Les calmer, non, puisqu'ils sont dans un narratif où, en gros, ils sont les seuls à être la dernière frontière avec le fascisme, et ils considèrent que tout ce qui arrive, c'est la preuve. Leurs amis risquent la perpétuité. Oui, mais en fait... Donc ça peut quand même changer les choses. Vous avez vu, malheureusement, par exemple, le lendemain de la mort de Quentin, quand les amis de Quentin veulent se recueillir sur place, ils sont à nouveau attaqués par des mouvements antifa. Mais c'était le lendemain, et là, ça infuse. Oui, ça infuse dans la société française. Je pense qu'effectivement, ça va sans doute les rendre plus inquiets. On l'a vu dans d'autres mouvements d'ultra-gauche, notamment quand les mouvements des soulèvements de la terre ont vraiment versé dans la violence et dans les actions de sabotage. Il y a eu une période où il y a eu une grosse répercussion policière derrière eux, et effectivement, il y en a beaucoup qui sont passés dans la clandestinité. Et donc, effectivement, on les voit moins. Ça ne veut pas dire qu'ils agissent moins bien. Et effectivement, ça, c'est par contre la différence entre l'ultra-gauche écologiste radicale, qui devient de plus en plus violente, et eux. C'est que pour cette ultra-gauche-là, ils sont extrêmement difficiles à retrouver. Quand il y a des grands attentats, comme ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques, où on a saboté les lignes de TGV ou les réseaux électriques au moment du Festival de Cannes, on les a pas retrouvés. Je suis d'accord avec vous. Là, les antifas, on les retrouve tout de suite. Je suis d'accord avec vous, parce que là, on n'a jamais, effectivement, Cannes, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, parce qu'effectivement, eux sont dans la clandestinité réellement. Bon, Éric Revel vous posera une question. C'est passionnant de vous écouter. J'ai découvert un truc en vous écoutant que je voudrais que vous précisiez. Eh bien, vous allez le préciser après la pause. Il est 17h12, nous sommes sur l'antenne d'Europe 1.
1 et nous sommes évidemment sur ce sujet majeur, ce basculement de la société française avec la mort de Quentin et la prise de conscience. Pourquoi je dis basculement? Parce qu'il y a prise de conscience et il y a des yeux qui sont dessillés. La Macronie notamment a été remarquable puisqu'elle a dit les choses et notamment Sébastien Lecornu. Il manque juste la prise de parole de Gabriel Attal. Oui, mais pour regretter son vote au second tour après la dissolution. Écoutez, il est 17h13, on peut l'appeler Gabriel Attal si vous voulez, comme ça... il ne veut pas s'exprimer sur ce sujet. Eh bien on ne l'appellera pas alors, ça l'apprendra, ça lui apprendra. Vous connaissez particulièrement bien les individus de la Jeune Garde et en général les mouvements antifascistes, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Et Éric Revel, vous voulez vous poser une question parce que je vous écoute depuis quelques temps sur ce sujet, et d'ailleurs Mélenchon en a parlé, j'ai découvert que la Jeune Garde, l'été, s'entraînait dans des camps d'été, physiquement. C'est ça. Mais pas que l'été d'ailleurs, puisque... Non mais ils ont des camps d'entraînement, de violence. En fait, ça a été toute l'origine de leur campagne. Ils se sont créés comme ça. L'esthétisation de la violence avec, entre 2018 et 2021, toute leur communication sur les réseaux sociaux, c'était de se montrer en tenue martiale. Leurs entraînements, ils faisaient venir effectivement des jeunes de plusieurs régions de France pour des camps d'entraînement physique. Et ils se sont toujours mis en scène comme ça. Et les filles, là aussi... Ils ont des uniformes ? Non, parce que alors sinon, ça nous ferait penser à autre chose. Où LFI est totalement conscient de ça, c'est que récemment, l'un de leurs députés, Bilongo, il a fait de la boxe. Il s'est mis en scène, effectivement, en faisant de la boxe avec les gens de la Jeune Garde. Édouard Philippe aussi. Oui, mais sauf que Édouard Philippe, c'est avec un coach, c'est pas avec les gens de la Jeune Garde. Donc là, il s'entraîne physiquement pour être le plus violent possible. En fait, il s'entraîne. Mais Macron s'est montré aussi en train de boxer, tu vois. Donc la question. Non, c'est pas la même chose, on est bien d'accord, mais il y a une volonté quand même de montrer qu'on est dans... Strictement rien à voir. Non, on est d'accord. La question que je vous avais posée d'entrée de jeu, en vous disant, je trouvais qu'il avait fait une erreur absolument incroyable, Jean-Luc Mélenchon, vous validez pas cette analyse. Vous dites au fond, il le savait très bien, il ne voulait pas prendre le pouvoir politique, alors que moi j'avais l'impression quand même que le pouvoir politique lui tendait parfois les bras. Mais il a toujours joué les deux cordes, et effectivement aujourd'hui, il sait c'est pour ça d'ailleurs que je pense dans sa communication, il ne fait pas de mea culpa, il continue à les soutenir. Jusqu'à quand? En tout cas hier. Alors mais chaque jour, hein, c'est un poison lent. Oui, mais encore, chinois, on a vraiment l'impression qu'autant on sent que certains de ces cadres sont en train de tanguer, autant lui, il essaye de rappeler une ligne très, très ferme là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il sait qu'il n'a pas intérêt de se séparer de ces gens-là et de cette mouvance-là, parce qu'en fait, la Jeune Garde, c'est qu'une partie de cette mouvance. Il y a beaucoup plus de personnes qui tournent autour de ça, et il a besoin de cette garde de fer qui est en capacité, effectivement, de tenir quand il y aura besoin que ça tienne. Vous m'étonnez quand même, parce que, et c'est une question que j'aurais pu poser également à Gilbert Collard, qui a été homme politique. Quelle est la meilleure stratégie dans ces cas-là pour Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle? Est-ce qu'il faut lâcher la Jeune Garde? Est-ce qu'il faut prendre de la distance? Ou est-ce qu'il faut au contraire rester sur le Titanic? La règle d'or, je crois, dans ces situations-là, c'est de se taire. Parce qu'il n'a pas fait. En attendant il a été très virulent ce week-end. Et sa virulence contient des éléments d'incrimination presque pénale. C'est-à-dire il soutient la Jeune Garde, il incite à une forme d'agressivité, il s'associe finalement, moralement, psychologiquement, à une espèce de justification de cette violence qui aboutit à tuer. Alors, il ne pourra pas, sauf à prendre le risque d'être impliqué dans toute l'histoire. Politiquement, j'entends, hein. Il ne pourra pas continuer à soutenir la Jeune Garde, mais il va y avoir un effet retour. C'est que s'il ne soutient pas, ils vont baver. Hein. On parlera de l'aspect médiatique, parce que ça m'intéresse toujours comment l'aspect médiatique, comment la bulle médiatique traite cette affaire. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est de vouloir
mettre dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça, c'est une volonté de relativiser. On a entendu par exemple M. Cohen dire bataille rangée et affrontement, ce que n'a pas dit le procureur. Je parle de guet-apens. Voilà, je vous ferai écouter également Cyril Lacarrière ce matin sur France Inter. Il a prise à partie. Il a dit prise à partie. Le procureur. Bon, procureur. Mais avant cela, 2 ou 3 mots quand même. François Hollande regrette-t-il le barrage au RN en 2024 ? La question a été posée ce matin sur BFM. À cette période-là, il y a une dissolution, une menace de l'extrême droite qui pouvait être majoritaire. Il fallait faire un barrage. Ce barrage a été établi à partir d'une ligne qui était le refus de la brutalisation politique. LFI a manqué à cette ligne, a manqué ensuite à ses engagements, s'est retrouvé dans une posture négative à l'Assemblée nationale, a accusé d'ailleurs les socialistes de ne pas avoir censuré le gouvernement. Eh bien, je considère que la relation avec LFI est terminée. Pour ce qui me concerne, elle est rompue. C'est incroyable de dire Olivier, cela. Oui, alors Olivier Faure. C'est lunaire. Non, mais il faut s'arrêter une seconde sur ce qu'a dit François Hollande parce que c'est incroyable. Il dit le deal, c'était la non-brutalisation à l'Assemblée. La stratégie de bordélisation, ça date de 2022. La dissolution, c'est 2 ans plus tard. Et puis juste, Monsieur Hollande, pour retrouver son siège de député de Corrèze, il s'est allié non seulement avec Raphaël Arnaud, qui n'a pas attendu 2024 pour être brutal et violent, puisqu'on connaissait la jeune garde, et qui avait déjà des condamnations qui étaient tombées ou des instructions qui étaient en cours. Et il s'est allié aussi au NPA de Monsieur Poutou, qui se félicitait qu'on tire au mortier d'artifice sur des commissariats. Donc il n'est pas gonflé, François Hollande. Parce que le problème, c'est même pas le barrage au second tour pour lui. C'est l'alliance dès le premier avec des Philippe Poutou, avec des Raphaël Arnaud, tout ça pour redevenir non pas président de la République, mais député. Et qu'un ancien président de la République, on aime ou on l'aime pas, mais il a présidé le pays pendant 5 ans, c'est une autorité morale par définition, aille s'allier avec des antifas, ça restera comme une tâche qui devient indélébile encore un peu plus après ce qui s'est passé. Et cette question ne lui sera jamais posée sur aucun plateau de télévision. Non. Et il faut rappeler ce qu'on nous disait tout à l'heure, à savoir que sur ces affiches de campagne, il y avait le cycle de la jeune garde. Alors Olivier Faure, qui est au PS, me semble-t-il, a écrit ceci. Il y a une enquête judiciaire qui doit définir les responsables du meurtre de Quentin de Ranc. Toute forme d'exploitation politicienne doit s'effacer devant la vérité judiciaire. Il y a une deuxième dimension à cette affaire, celle de la violence en politique. Cette violence participe d'un climat dans lequel la violence physique trouve une source de légitimation. Cette forme d'hooliganisation de la vie politique, faite de caricatures, de mensonges, d'attaques ad hominem, est hélas aujourd'hui largement partagée. Cette poison, c'est pas cette poison, c'est ce poison, mais il écrit cette poison. Il faut lui dire que poison est masculin. Ce poison est à l'opposé de ce que la gauche doit promouvoir parce qu'elle est indéfectiblement liée à la République et à la démocratie. Aucun mot n'est dit. C'est ça qui est formidable. Pascal, son blog-notes, la numéro 12, il fait 2 pages. Je l'ai lu en entier, il n'y a pas un mot en revanche sur l'alliance avec LFI. C'est-à-dire, il continue comme si rien ne s'était passé. Il parle jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à dire. Oui, et puis surtout quand il dit, on a l'impression qu'effectivement il renvoie tout le monde dos à dos. Il faut quand même documenter que la violence, elle est essentiellement d'ultra-gauche aujourd'hui. On a environ 3500 personnes fichées S à l'ultra-gauche, 15 000 personnes suivies pour des comportements violents à l'ultra-gauche. On est à moins de 1200 personnes fichées S à l'ultra-droite. Et surtout, quand on regarde les chiffres d'Europol sur les attaques, il y a eu entre 2022 et 2023, il y a eu 50 attaques d'ultra-gauche. Il n'y en a eu que 6 d'ultra-droite. Il y a un chiffre qui est arrivé hier, on en parlera peut-être après la pause. C'est ces 12 morts qu'a sorti la France Insoumise. En fait, ça a été créé par Contre-Attaque, qui est un webzine et qui appartient à cette galaxie d'Antifa. Mais d'où sortent ces personnalités, ces 12 personnes qui seraient tuées ? En fait, les chiffres sont à relativiser. En gros, sur les 12, il y en a 3 qu'on pourrait à la rigueur vraiment classer comme résultant d'une violence politique. Il y a aucun, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun de ces morts qui est un adversaire politique. On n'est pas dans de la violence politique légitime. On a par exemple le cas d'une personne qui a tué effectivement quelqu'un qui était soi-disant racisé, mais ce qu'on oublie de dire, c'était surtout que c'était le conjoint de son ex-femme. Et donc on est plus dans quelque chose de droit commun que dans quelque chose de politique. Il est 17h.